Yo, samedi 6h du matin, il fait super froid et on est en route pour Le Mans pour visiter un nouveau projet immobilier. Alors cette fois-ci c'est un petit peu stressant parce que c'est un projet 3 fois plus gros que le premier. On verra les chiffres juste après. Mais voilà, c'est toujours sur Le Mans, c'est une petite maison, 3 pièces, 67 mètres carrés, dont le but ça va être de l'exploiter en Airbnb. Donc là, on a un chasseur qui nous a trouvé le bien, ça faisait 3 mois qu'il était sur le coup, et on va venir la voir de nos propres yeux. Donc pourquoi une maison ? Pourquoi acheter une maison ? Ça peut paraître un petit peu bizarre, c'est quelque chose plutôt pour les particuliers de base. Mais on pense déjà qu'on sécurise un petit peu l'investissement en prenant une maison parce que justement c'est quelque chose qui va pouvoir se revendre assez facilement comparé à un appart ou un immeuble. Une maison c'est très liquide, surtout dans le Mans, surtout dans ces quartiers-là. Et puis aussi tout simplement parce que qui dit maison dit absence de copropriété. Donc ça c'est parfait pour nous parce qu'on a la volonté de faire du Airbnb, de la location courte durée en général. Donc c'est beaucoup plus pratique. La maison c'est aussi un entre-deux en termes de prix, entre l'appartement à 100 000 balles et l'immeuble à 600 000, voilà, on trouve des maisons à 250, 300, même un peu moins. Par contre, il faut garder à l'esprit qu'il y a plus de choses à entretenir, forcément, la toiture, les murs, tout ça c'est pour notre gueule. Mais vis-à-vis de ce qu'on veut faire de la courte durée, c'est quand même extrêmement avantageux de ne pas avoir à se battre avec la copropriété, avec des voisins jaloux, pas jaloux, qui auraient peur qu'on rentre dans l'immeuble, oh là là, vous allez donner le code aux gens qui visitent, etc. On va se faire cambrioler, là on s'en fout, voilà, on met une boîte à clés. On met une boîte à clés sur la porte, on fait ce qu'on veut, on est complètement chez nous. Alors acheter une maison, ok, pourquoi pas, mais pourquoi celle-là en particulier ? Alors elle nous intéresse pour plusieurs raisons. D'abord par sa position. Sa position est très proche du centre-ville. Elle est à une dizaine de minutes à pied de la cathédrale, donc c'est proche des touristes, mais aussi dans un quartier relativement calme et un petit peu moins cher, donc plus abordable pour aller chercher de la rentabilité. Même si là, le prix est plutôt moyen. Ouais, le prix est moyen. On est autour de 2100 € le mètre carré, ce qui est tout à fait le prix de la zone. Faut savoir qu'elle fait 67 mètres carrés. On l'a pris à 150 000. Voilà, c'est pas une mauvaise affaire, c'est pas une bonne affaire. C'est une affaire moyenne. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette maison, c'est sa taille, puisque en fait ici il y a plutôt des studios, des studios avec 2 couchages, mais dès qu'il s'agit de 4 couchages, il y a beaucoup moins d'offres. Et donc nous, notre but là, comme elle a 3 chambres, donc elle fait 6 à 8 couchages. Et donc nous, on voudrait vraiment créer de l'offre là où il y a de la demande, c'est-à-dire pour des grandes familles ou des groupes d'amis, etc. Exactement. C'est partout comme ça, pas comment. Globalement, sur Airbnb, c'est souvent des studios, des 2 pièces. Et dès qu'on est un groupe, une famille, voilà, par exemple ici pour venir aux 24 heures du Mans, auto, moto, voiture, classique, tracteur, il y a les 24 heures du Mans de tout. Et il n'y a pas de gros logements à disposition, à part ceux des locaux qui les laissent de temps en temps. Voilà, ils se cassent en vacances, ils laissent leur logement une semaine, ils se font un petit peu d'argent, mais il n'y a pas vraiment d'offres adaptées à la demande avec du matériel vraiment de qualité et les services qu'on pourrait attendre dans Airbnb. Voilà un peu la tête du quartier, et là on commence à s'approcher, on n'est plus très loin. Comme vous voyez, c'est très résidentiel, enfin c'est des tout petits immeubles, ok là il y en a un gros, mais des tout petits immeubles et des petites maisons en fait. Ça c'est une maison par exemple. Ok, on est en train d'arriver et ça ressemble vraiment à une maison de conte de fées. Alors bon, j'exagère un petit peu, mais on est dans une impasse verdoyante avec un petit peu d'herbe au sol, comme on peut voir. Et là, on approche de la maison. Je vais me mettre derrière. Hop, je pense qu'on verra bien ici. Alors en gros, c'est cette maison. Ah tu tiens, merci. Donc ce bâtiment-là et ce bâtiment-là. Et ici, il n'y a pas de jardin dans cette maison, ce qui est très bien pour l'entretien. Mais par contre, il y a quand même une terrasse qu'on va pouvoir aménager
en quelque chose de sympathique, mettre, je sais pas, une petite table et tout. Je vois qu'on a le soleil là, il est 9h, donc c'est petit déjeuner au soleil, et du coup elle est exposée Est. Ok, alors on va la voir comme ça la maison, parce qu'au final sur la vidéo ça rend pas bien, on voit pas grand chose. On va aller directement là-dedans. Donc entrée, porte, à l'air propre, sol dégueulasse. On va faire pièce par pièce, ce sera plus simple. Pour le salon, le sol est dégueulasse, vieux carrelage pourri, on le change. Les murs, horribles, on voit le parpaing en dessous. On isole peut-être un petit peu, on repeint. Le plafond, on refait toujours. La fenêtre, rien à faire. Le radiateur, on repeint. Ici, on va aussi couper là ce petit mur parce que il sert à rien. J'aurais bien voulu ouvrir toute la cuisine sur le séjour, mais c'est pas possible. Donc on va au moins casser ça. Et puis ce bout de la porte, ça ouvrira un petit peu plus le séjour. La cuisine, on change le sol, on enlève tout. On enlève le carrelage, on repose un nouveau sol, on refait le mur avec une nouvelle cuisine, nouvelle faïence. Bon, peut-être que le plafond, il n'y a pas besoin de repeindre, mais il a l'air un peu gris dégueu, donc aussi. Fenêtre, ça va. Radiateur, ça va. Bon, ok, on repeint. Ici, il y a un truc un petit peu bizarre. Potentiellement, on casse un peu ça et on fait un nouveau garde-manger un peu plus clean. Les toilettes, on change le sol, on change le mur, on change le plafond, on change le chiotte, on change tout. La salle de bain, c'est horrible. Donc, on change le sol, on remet un nouveau bac de douche, on change ça, on essaiera de mettre un truc un peu plus sympa. On refait le carrelage, on refait le plafond. On change bien sûr les lumières. Les fenêtres, ça va. Dans cette chambre, on repeint les murs, le sol probablement, le plafond comme d'habitude, on change l'applique, la fenêtre c'est bon. L'électricité, il y a l'air d'avoir des prises un petit peu vieilles. Mais on va voir. Probablement il y aura de l'électricité à faire, c'est une vieille maison. Ça il faut casser, c'est bizarre. Ça on casse. L'escalier, on repeint, c'est dégueu. On ponce, on change les interrupteurs partout dans la maison bien sûr. Et on doit surtout repeindre ça. Il y a un petit peu de plomb dedans, donc soit on l'enlève, on met un autre, soit on repeint par-dessus. Le couloir, un petit coup de peinture, un luminaire. Dans la chambre 1, bon, pas besoin de le dire, les murs, le plafond, le sol éventuellement. Les sols, je suis pas sûr, hein. Si on va quand même les changer. Ils sont tout dégueux, donc quitte à faire des travaux, autant tout faire propre dès le début. Les fenêtres sont clean. Et pour la dernière chambre, fenêtre ça va, par un petit truc bizarre enlevé ici, bon, faut enlever ça. On a compris, le sol, on repeint un radiateur, on refait les murs. Potentiellement, on change les prises un peu dégueu ici. Donc là, vis-à-vis de ce qu'on vient de voir, faut savoir qu'il y a 3 types de rénovation. Donc on dit les légères, les partielles et la lourde quand ça touche à la structure. Si on regarde un petit peu dans le détail, nous on est plutôt entre une rénovation légère et plutôt partielle. C'est-à-dire qu'on va changer beaucoup de sol, on va repeindre tout, on va refaire les murs, on va refaire tous les meubles. On va refaire toute la cuisine, toute la salle de bain, et une partie de l'électricité. Il y aura aussi une petite partie de la plomberie que j'ai pas dit, mais en gros derrière la chaudière, il y a une petite trace de problème. On va probablement remplacer la chaudière. Par contre, les fenêtres, ça va. Du coup, on va partir plutôt sur un budget de 1 000 € par mètre carré pour cette maison-là. Et justement là j'ai une simulation, c'est une estimation vraiment à la louche qu'on a fait avec des artisans, mais qui va s'affiner dans les jours à venir. Mais en gros on est plutôt sur ce budget. En gros il y a un très très gros poste ici qui correspond à l'aménagement de la cuisine et aussi à tout l'ameublement. C'est un truc bête, mais en fait si on ne prend pas en compte le prix de l'ameublement, on se retrouve facilement avec des milliers d'euros en plus. Par exemple sur mon premier projet, j'avais dépensé quelque chose comme
4000 € de meubles pour meubler l'appart que j'avais pas du tout prévu à la base. Donc cette fois-ci, on ne fera pas cette erreur et on va pouvoir voir les chiffres. Maintenant, on passe aux chiffres. Alors là, ça c'est une petite analyse qui a été faite par le chasseur qui m'a trouvé ce bien. Donc de base, la maison est en vente au prix de 150 000 €. Sur ces 150 000 €, il y a des frais d'agence qui sont de 8 700, des frais de notaire qui correspondent à environ 8% du montant de la vente, donc de ça. Après, on a estimé environ 70 000 € de travaux. Et bien sûr d'ameublement, il y avait bien 10 000 de meubles aussi là-dedans. On a dit que les frais de dossier, donc ça c'est quelque chose que la banque vous prend, c'est juste une taxe pour dire avoir le droit d'acheter quoi. En gros, pour faire 3 clics dans un endroit, ils prennent 1000 balles. Pareil pour ça. Donc ça nous amène à un montant total de 244 379 €. Bon alors c'est un peu ridicule parce qu'il va sans doute avoir peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins de travaux. Et donc sur ce montant-là, généralement les banques en ce moment demandent 30% d'apport. On estime pouvoir réussir à débloquer un crédit avec seulement 10% d'apport à peu près. Donc on pense essayer de mettre que 30 000 € d'apport pour maximiser notre effet de levier. Ce qui nous ramène à demander un emprunt de 214 000 €. Donc sur 25 ans à 4% avec 20% de taux d'assurance, ça ferait une mensualité de 1 155 €. Le chasseur estime qu'on peut les louer 170 € la nuit, 15 jours par mois. Alors évidemment, c'est pas du tout 15 jours tous les mois. En été, on va louer bien plus que 15 jours. En hiver, probablement moins. Et c'est pareil pour le prix. Il va évoluer selon la saison. Donc forcément, c'est une moyenne. Et il pense qu'en moyenne, ça rapporterait 2500 € par mois. Alors moi, j'ai cross-checké cette info avec un autre outil que j'utilise qui s'appelle AirDNA. On va pas voir là, c'est un petit peu coupé. AirDNA qui fait en fait des statistiques sur tous les Airbnb de la zone. Donc là, j'ai mis l'adresse du bien. Et en disant qu'on peut supporter 6 guests, je ne sais pas le traduire, il y aura 3 lits, 6 personnes. Lui, il me dit quoi? Il me dit, tu auras probablement un taux de 38% d'occupation à 245 € la nuit. Alors, si on multiplie 0,38 fois 30 jours, ça fait 11 jours, fois 245 € la nuit, on arrive sur 2700. Il est estimé à 2005, assez rassurant de mon point de vue. Et donc là, on voit en fait justement le revenu projeté selon le mois. On voit que en septembre-octobre, c'est plutôt la dèche. En janvier, février, ça marche mieux. Donc, ce chiffre a l'air plutôt fiable. Moi, j'ai vraiment confiance, 1, dans le chasseur et 2, dans AirDNA. Donc, let's go. Maintenant, si on passe aux dépenses mensuelles, donc il y a le crédit, il y aura la taxe foncière qui est d'environ 1200 €, on a vu dans les documents. L'assurance P&O, c'est une assurance qu'on est obligé de prendre quand on a un bien et qu'on n'habite pas dedans. Et là, un gros tarif va être pris pour la conciergerie. La conciergerie, en fait, c'est une société qui va venir s'occuper de faire les entrées et les sorties, le ménage, qui va tout gérer pour nous, pour le Airbnb, pour qu'on en ait le moins à faire. Parce que comme c'est à distance, c'est à 2h30 de train, on va pas aller accueillir nous-mêmes les gens tous les jours. On estime aussi une conso d'électricité et d'eau à 170 €. Il faut prendre une box internet et c'est à peu près tout. Ça aussi, c'est sans doute sujet à varier. On peut tenter des optimisations au niveau du crédit, au niveau de la conciergerie. Là, on est parti sur une conciergerie qui coûterait 35%, qui prendrait 35% du chiffre d'affaires. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, à voir comment on se débrouille. Mais en tout cas, on arrive sur un cash flow potentiel de 187 €. Ça, c'est avant d'avoir négocié le prix. On a fait une petite négo. Et donc avant de potentielles optimisations. Mais il peut y avoir des bonnes surprises comme des mauvaises. Les travaux peuvent coûter plus cher. Le crédit peut être moins avantageux. Donc on peut louer moins que ça, plus que ça. Donc on va rester dans cette idée. On se dit qu'on sera entre 100 et 200 € de cash flow par mois. Ce qui, pour un bien qui est très proche du centre-ville, est plutôt cool. Il devrait pouvoir se payer bien tout seul sans qu'on ait jamais à intervenir. On ne devrait pas avoir à apporter plus d'argent
Donc voilà pour cette opération. Petit spoiler, on l'a signé à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo. On a réussi à négocier un prix un peu moins cher. On est passé de 150 000 à 141 900. Pas une négo monstrueuse, mais ça fait un petit 8K de moins. Donc ça a un impact sur le cash flow aussi. On passe de 187 à 230. Voilà, comme je disais, ça peut varier. On s'attend à avoir d'autres dépenses ici qu'on n'a pas prévues. Notamment, je vois qu'on n'a pas mis le comptable déjà. Et potentiellement la CFE. Donc bon, ce sont clairement pas les chiffres définitifs que j'ai pas sous la main. Mais voilà. Et là, on peut se dire, mais attends, on parle de 236 000 euros pour gagner 200 balles, même pas, 187. Est-ce que ça vaut le coup? Quel bordel. En fait, ce qu'il faut voir ici, c'est plutôt l'apport qu'on met. On met du temps, ça c'est sûr que ça nous coûte du temps, mais on a 30 000 balles et on commence à générer une petite rente, ici clairement pas faramineuse, mais on va également avoir, en ayant mis seulement 30 000 euros entre guillemets à la base, un bien qui se rembourse du coup tout seul grâce à son chiffre d'affaires. Donc en 2024, on aura dépensé 30 000 euros, on attend 25 ans, en 2050, on peut le revendre au prix auquel on l'a acheté, à 150 000. Déjà ça représente une augmentation annuelle de 6,7% par an. Donc c'est assez fort, c'est comme certaines actions, je pense que c'est du niveau du CAC 40, c'est pas mal. Mais si le prix augmente de 1% par an, pour info, les 20 dernières années, c'était plutôt 2 à 3% par an. S'il augmente de 1% par an, là on va plutôt venir tutoyer le 7%. Moi, on est dans un monde où, en France, il y a des lois qui interdisent l'artificialisation des sols, c'est-à-dire de construire de nouvelles choses. On manque de plus en plus de logements, il y a de plus en plus de monde. Je ne vois pas les prix diminuer. Donc, 150 000, je trouve ça assez conservateur. Ensuite, on n'a pas pris en compte les 200 euros de cash flow par mois qu'on va avoir. Donc, fois 12 mois, fois 25 ans, ça fait quand même 60 000 euros de bonus à rajouter à la balance. Ça va encore augmenter ce ratio-là. Si on les utilise au contraire pour maintenir le bien en bon état, ça va aussi du coup augmenter son prix parce que nous on a acheté 150 000 un bien pourri. On fait 70 000 euros de travaux pour l'améliorer, mais en fait si on utilise le cash flow pour le garder au top, on va garder une très bonne valorisation pour ce bien, il ne va pas se déprécier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, ça me permettra de faire plus de contenu. Le but de cette chaîne c'est de documenter un petit peu tout mon parcours d'investisseur de 0 jusqu'à ultra millionnaire évidemment. Et voilà, à bientôt.